Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne le calcul d'incertitude. Comme vous allez le voir dans cette capsule-ci, on va utiliser certaines techniques de calcul qui vont vous être utiles dans les laboratoires, donc dans les comptes rendus et dans les tests prélab. La méthode qu'on va voir, c'est une méthode qui va vous servir dans tous vos cours de chimie, donc chimie des solutions, chimie générale, chimie organique et même intégration des apprentissages volet chimie. Euh, Vous allez voir d'autres méthodes de calcul, donc en physique, mais celle que je vais vous montrer actuellement, là, ça va être vraiment celle que vous allez utiliser en chimie. Donc, je vous amène à mon PowerPoint que j'ai préparé ici. Donc, j'espère que ça fonctionne. Donc, ce qu'on voit actuellement, ce n'est pas dans votre manuel. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça le chapitre 0, notions fondamentales. Donc, qui s'appelle Calcul d'incertitude. Donc, vous ne le trouverez pas dans votre livre comme tel. On va vous donner des feuilles pour compléter la capsule actuelle. Donc, ce sera à vous de faire les exercices en lien avec ça. Donc, le calcul d'incertitude, c'est quoi? Donc, c'est une estimation de la précision du résultat obtenu. Donc, savoir à quel point vous êtes confiant dans le résultat que vous amenez. Donc, plus votre incertitude est petite, plus vous êtes confiant, plus votre incertitude est grande, mais moins vous êtes confiant dans votre résultat. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. J'en nomme quelques-uns ici. Donc, la précision de l'instrument, donc la qualité de l'instrument, donc comment il a été fabriqué, si c'est un instrument qui est digital, un instrument qui est numérique, la verrerie, donc on sait que la verrerie n'a pas la même précision. Donc, si on compare, par exemple, un cylindre gradué avec un bécher ou une pipette, ben, la précision de l'instrument va être différente. Donc, selon l'instrument que vous allez utiliser, l'incertitude va être différente. Il y a d'autres facteurs qu'on va pas élaborer beaucoup aujourd'hui, là. Donc, les conditions particulières. Donc, exemple, si vous êtes, je donne un exemple de luminosité qui est moins grande ou si vous avez des conditions de température qui sont variables. Donc, il peut y avoir différents facteurs externes à l'appareillage qui vont influencer la prise des mesures, donc le calcul d'incertitude. Donc, les données qui vont être toujours présentes lorsque vous allez faire un calcul au laboratoire, c'est les trois éléments suivants. Donc, la valeur numérique, donc le calcul que vous devriez obtenir normalement. Donc, si vous faites une moyenne, bien, vous additionnez vos trois résultats divisés par 3. Ça vous donne une valeur numérique. Donc, ça, on doit le voir. L'incertitude absolue, donc c'est quoi l'incertitude par rapport au calcul que vous venez de faire? Et les unités. Donc, c'est toujours important de mettre les unités à la fin, donc que ce soit des millilitres, des moles par litre, des mètres, des kelvins, peu importe, là. Donc, il faut que les unités apparaissent. Donc, les trois choses qu'on doit voir lorsque vous exprimez un résultat au laboratoire, la valeur numérique de votre résultat, son incertitude absolue et les unités qui sont associées à ce résultat-là. Donc, la façon qu'on exprime le résultat, c'est la manière suivante. Donc, vous avez votre résultat, donc la mesure, plus ou moins votre incertitude, donc qui est représentée ici par delta mesure, là. Donc, vous avez votre résultat, plus ou moins votre incertitude. Si vous avez un facteur multiplicatif, donc vous le mettez en dehors de la parenthèse. Donc, vous ne pouvez pas dire, mettons, je ne sais pas, 2 fois 10 à la moins 2, plus ou moins 4 fois 10 à la moins 3. Donc, si vous avez un exposant ou un facteur multiplicatif, il faut que ce soit le même à la fois pour la mesure et pour l'incertitude. Et votre facteur multiplicatif doit être à la fin, ouais, après la parenthèse de votre mesure, plus ou moins votre incertitude. Et à la fin complètement, vous avez vos unités, donc les millilitres, des litres, des moles par litre, etc. Donc, c'est la présentation standard à laquelle on s'attend, votre résultat, plus ou moins votre incertitude, votre facteur multiplicatif à l'extérieur et les unités à la fin complètement. Il y a deux types de mesures qu'on va rencontrer en chimie. Donc, il y a les mesures qu'on appelle des mesures directes. Je vais vous expliquer tantôt c'est quoi. Et vous avez des mesures indirectes. Donc, c'est les deux types de mesures que vous allez rencontrer. Donc, une mesure directe, c'est quoi? C'est une mesure que vous obtenez sans avoir à faire de calcul. Donc, vous avez directement le résultat juste en regardant soit l'appareil, soit en regardant la bouteille, soit en regardant un tableau. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de calcul pour obtenir ce résultat-là. C'est ce qu'on appelle une mesure directe. Donc, des exemples. Donc, si vous prenez la température avec un thermomètre, normalement, vous ne devez pas faire de calcul. Donc, si votre thermomètre affiche 25,0 degrés Celsius, vous obtenez directement votre température. Même chose pour une balance. Donc, normalement, vous mettez votre objet sur la balance et la balance vous donne directement la masse de votre objet.
Troisième exemple, la mesure d'une longueur avec une règle. Donc, vous prenez votre règle, vous mesurez l'objet et la règle vous donne directement la longueur de l'objet sans que vous ayez à faire de calcul. Donc, c'est ce qu'on appelle des mesures directes. C'est des mesures qu'on obtient sans avoir à faire de calcul. Donc, lorsque vous avez des mesures directes, il y a trois options possibles qui peuvent se présenter à vous. Donc, soit que l'instrument que vous utilisez, c'est un instrument qui est gradué, donc avec des lignes de graduation. Soit que l'instrument que vous utilisez, c'est un instrument qui est numérique ou digital, c'est un synonyme. Donc, exemple, une balance numérique ou un thermomètre numérique. Ou troisième possibilité, bien, le résultat que vous avez par mesure directe, vous l'obtenez d'une référence où vous ne savez pas comment ça a été préparé. Donc, si par exemple, vous avez une bouteille avec une concentration X, bien, la concentration, vous ne savez pas comment elle est obtenue. Donc, c'est ce qu'on appelle une provenance inconnue. Donc, c'est les trois cas de mesure directe, instrument gradué, instrument numérique ou digital, et une valeur qui est obtenue soit d'un tableau, d'une référence, ou pour laquelle vous ne savez pas comment ça a été obtenu. Donc, on va voir les trois cas de mesure directe. Donc, lorsque l'instrument est gradué, la règle est la suivante. Donc, lorsque l'instrument est gradué, l'incertitude est déterminée par la moitié de la plus petite division. Donc, vous regardez chacune des graduations, vous prenez la plus petite graduation et vous divisez par 2. Ça vous donne votre incertitude. Donc, j'ai mis un exemple ici. Vous avez un cylindre gradué. On voit que le volume est environ de 40. La graduation se fait au millilitre, donc 30, 31, 32, 33, 34. Donc, la plus petite division, c'est 1 millilitre. Donc, plus petite graduation, 1 millilitre. L'incertitude, c'est la moitié de la plus petite division. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 0,5 millilitres. On se rappelle que la présentation, c'est mesure plus ou moins l'incertitude fois un facteur multiplicatif si on en a besoin avec les unités à la fin. Donc, ici, le volume, on pourrait l'évaluer à 39,9, je crois que j'ai marqué, on a pu mettre 40. Donc, on voit qu'on est dans l'incertitude pour le dernier chiffre. Donc, j'ai mis dans ce cas-ci 39,9, plus ou moins l'incertitude qui est la moitié de la plus petite graduation avec les unités qui sont à la fin. Donc, j'ai mis 39,9. Un autre étudiant aurait pu dire « Oh, moi, je vois plus 40. » là. On voit qu'on est dans l'incertitude au dixième de millilitre. Donc, c'est ce qu'on fait lorsque on a un instrument gradué. On prend la plus petite graduation, on divise par 2 et ça nous donne notre incertitude sur cet appareil-là. Concernant les instruments numériques, la règle est un peu différente. Donc, pour un instrument numérique ou digital, l'incertitude va être déterminée par une unité sur inscrite. Donc, un exemple, vous avez ici une balance analytique. On voit que c'est un instrument qui est digital. Donc, on voit qu'on lit 140,6016. Donc, on est pris ici aux 4 chiffres après la virgule, donc le dernier 6 qui est ici. Donc, mon incertitude, la plus petite unité, c'est 0,0001 g. Donc, je suis pris ici à 4 chiffres après la virgule et je mets 1 sur le dernier chiffre, de sorte que mon incertitude, c'est le dernier chiffre, donc plus ou moins 0,0001 g. On se rappelle la présentation qui mesure plus ou moins incertitude fois le facteur multiplicatif avec les unités à la fin, de sorte que le résultat sur cette balance-là, avec son incertitude, ce serait 140,6016 plus ou moins 0,0001 g. Donc, on met toujours 1 sur le dernier chiffre qu'on peut obtenir sur l'instrument digital. Donc, dans ce cas-ci, c'est 4 chiffres après la virgule. Troisième possibilité des mesures directes. Donc, c'est lorsque la mesure vient d'un tableau ou d'une provenance inconnue. Donc, j'ai fait deux exemples. Donc, dans le cas d'un tableau ou d'une provenance inconnue, c'est la même règle que dans le cas des instruments digitaux ou numériques. Là. On considère que le dernier chiffre est incertain et on place une unité sur le dernier chiffre qu'on obtient. Donc, par exemple, je vais ça ici. Donc, vous avez une concentration d'acide chlorhydrique 0,1422 mol par litre. Donc, cette solution-là, on ne sait pas comment elle a été préparée, donc c'est une provenance inconnue. Elle est précise à 4 chiffres après la virgule, donc on suppose que le dernier 2 est incertain et on va lui donner une incertitude de 1. Donc, c'est plus ou moins 0,0001. Donc, le dernier chiffre ici est incertain.
Donc, la plus petite unité, c'est 4 chiffres après les virgules dans ce cas-ci. Donc, l'incertitude va être de 0,0001 mol par litre. On suit la règle de présentation. Donc, mesure plus ou moins incertitude fois le facteur multiplicatif fois les unités. Ce qui nous donne dans ce cas-ci 0,1422 plus ou moins 0,0001. Je n'ai pas de facteur multiplicatif et les unités, c'est des mols par litre. Donc, lorsque c'est une provenance inconnue, on ne sait pas d'où ça vient, mais on suppose toujours que le dernier chiffre qui est affiché, donc dans ce cas-ci sur la bouteille, il est incertain et on lui met une incertitude de 1 unité. Deuxième exemple, j'ai pris des valeurs d'un tableau périodique et si je vous demande c'est quoi l'incertitude ou c'est quoi la masse molaire de l'hydrogène, bon, on voit que l'hydrogène, c'est 1,008. J'ai 3 chiffres après la virgule. On ne sait pas comment cette masse-là a été obtenue. Donc, on suppose que le 8 est incertain et on lui met une unité comme incertitude. Donc, la plus petite unité pour l'hydrogène, c'est 0,001 g par mol. L'incertitude est de 0,001 g par mol. De sorte que si on suit les règles de présentation habituelles, ce qu'on devrait écrire comme masse molaire pour l'hydrogène, c'est 1,008 plus ou moins 0,001 g par mol. On voit que dans ce tableau-là, l'incertitude ne sera pas la même pour chacun des éléments. Donc, on voit que pour le lithium, je serais précis à 0,01, beryllium 0,01, même chose, hydrogène 0,001. Donc, on voit que dépendamment de ce qui est affiché dans notre tableau périodique, l'incertitude peut varier. Mais la règle est tout le temps la même. C'est toujours 1 sur le dernier chiffre qui est affiché. Donc, ça, c'était pour les mesures directes. Donc, lorsqu'on n'a pas besoin de faire des calculs, il existe aussi des mesures indirectes. Donc, mesures indirectes, c'est des mesures que vous obtenez en faisant des calculs. Donc, à ce moment-là, vous allez être obligé de faire des calculs d'incertitude. Donc, des exemples de mesures indirectes. Calculer la masse volumique d'un liquide. Donc, vous avez ici le symbole de la masse volumique, là, qui est ρ, qui est en fait la masse divisée par le volume. Donc, pour obtenir la masse volumique, vous devez faire une division. Une masse divisée par un volume. Une concentration d'une solution, donc une formule que vous avez déjà vue, là, la concentration est égale au nombre de moles divisé par le volume. Donc, pour obtenir une concentration, vous devez faire un calcul, donc un calcul d'incertitude. Autre exemple, donc si vous avez additionné des volumes, donc le volume total qui est V1 plus V2 plus V3, donc pour obtenir le volume total, vous devez faire un calcul, donc c'est une mesure qui est indirecte. C'est 3 exemples de mesures indirectes. Donc, aussitôt que vous êtes obligé de faire un calcul, vous allez être obligé de faire un calcul d'incertitude qui va être relié à ça. Donc, il y a 3 types de mesures indirectes qu'on va voir cette session-ci. Vous allez en voir d'autres éventuellement plus tard, là, mais pour cette session-ci, on se concentre sur les 3 types. Donc, les additions-soustractions, c'est un type, là, parce que c'est le même genre de calcul. Multiplication-division, c'est un deuxième type. Et le cas du dénombrement, vous allez voir, le dénombrement est assez simple. Donc, addition-soustraction, multiplication, division et dénombrement, on va voir les 3 cas dans cette capsule-ci. Donc, premier cas, addition et soustraction. La règle est la suivante. Lorsqu'on additionne ou qu'on soustrait des résultats, la règle est la même. Donc, addition ou soustraction, c'est la même chose. Vous devez toujours additionner les incertitudes absolues. Donc, que ce soit une addition ou une soustraction, vous devez additionner les incertitudes. Donc, un exemple. Donc, j'ai 3 volumes, 10,20 plus ou moins 0,20 ml, 12,32 plus ou moins 0,10 ml, moins 7,75 plus ou moins 0,5 ml. Donc, on voit que dans le même calcul, j'ai une addition et une soustraction. Que ce soit addition ou soustraction, la règle est la même. On additionne les incertitudes absolues. Donc, ce qui est à droite là, du plus ou moins, là, ça ici, c'est votre incertitude absolue. C'est ce que j'ai marqué ici. Donc, on fait le calcul comme on ferait habituellement. Donc, on ferait 10,2 plus 12,32 moins 7,75. Donc, cette partie-là va nous donner le résultat de l'opération. En ce qui concerne l'incertitude, on additionne les incertitudes. Donc, c'est 0,2 plus 0,1 plus 0,05, ce qui va nous donner l'incertitude sur cette opération-là. De sorte que mon résultat, c'est 14,75 plus ou moins 0,35 millilitres.
Donc, je répète, là, addition, soustraction, c'est la même règle. Vous additionnez vos incertitudes absolues. Que ce soit une addition ou une soustraction, on additionne l'incertitude. Multiplication, division, la règle est un peu différente. Donc, lorsqu'on multiplie ou on divise les résultats, la règle est la même pour les deux cas. Vous devez additionner cette fois-ci les incertitudes relatives. Donc, on va expliquer c'est quoi. Donc, que ce soit une multiplication ou une division, c'est la même règle. Vous additionnez les incertitudes, mais cette fois-ci relatives. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on prend un exemple. J'ai fait ici un C1V1 est égal à C2V2 que vous avez déjà fait. Donc, ma concentration 1, c'est 0,150 plus ou moins 0,001 mol par litre. Mon volume 1, 10,20 plus ou moins 0,20 millilitres. Et mon V2, 11,4 plus ou moins 0,10 millilitres. Et je cherche ma concentration 2 qui est ici. Donc, je fais une multiplication suivie d'une division. Pour ce qui est du calcul habituel, ben, on oublie les incertitudes, on ferait juste 0,150 fois 10,20 divisé par 11,4, ce qui nous donnerait notre concentration. Donc, je fais comme si je cachais les incertitudes, là. Mon C, c'est 0,150 fois 10,20 divisé par 11,4. Concernant l'incertitude maintenant, on additionne les incertitudes relatives. Donc, incertitude relative veut dire quoi? Veut dire qu'on divise l'incertitude par sa valeur. Donc, l'incertitude relative de C, c'est l'incertitude de C sur C, c'est la somme des incertitudes relatives. Donc, 0,01 divisé par 0,150 plus l'incertitude relative du V1 qui est 0,20 divisé par 10,2 plus l'incertitude relative du V2, donc 0,10 divisé par 11,40. Donc, l'incertitude relative de ma concentration correspond à la somme des incertitudes relatives de ce qui a servi à faire mon calcul. Ça va? Donc, delta C sur C, c'est ce qu'on appelle l'incertitude relative de C. Le premier terme ici, c'est l'incertitude relative de mon C1, l'incertitude relative de mon V1, l'incertitude relative de mon V2. Donc, l'incertitude relative de ce que je cherche correspond à la somme des incertitudes relatives de mon calcul. Donc, si je continue l'opération, mon C, je trouve comme je le ferais habituellement, donc c'est 0,150 fois 10,20 divisé par 11,40, ce qui me donne ma concentration dans ce cas-ci, donc 0,134210526 mol par litre. Maintenant, pour déterminer la concentration, on additionne les incertitudes relatives, donc 0,001 sur 0,150 plus 0,2 divisé par 10,2 plus 0,1 divisé par 11,40, ce qui me donne mon incertitude relative sur ma concentration. Par contre, le C qui est au dénominateur ici, bien, je le connais. C'est 0,134210526, de sorte que je peux aller le remplacer. Ce qui va me permettre de trouver mon incertitude absolue, donc seulement que le delta C. Donc en isolant, là, j'envoie mon 0,134210526 de l'autre côté, comme ça ici, ce qui me donne mon incertitude absolue sur ma concentration. Si je continue l'opération, j'ai ça ici. Vous vous servirez de votre calculatrice pour vérifier si je ne me suis pas trompé. Donc, mon incertitude absolue sur ma concentration me donne 0,004703601. De sorte que la réponse à cette opération mathématique-là, c'est la suivante, 0,134210526 plus ou moins 0,004703601 mol par litre. Donc ça, c'est pour la partie calcul. On l'a terminé. Par contre, pour ce qui est de la partie présentation des résultats, ce que je vois à l'écran actuellement, ce n'est pas valide. Donc, il existe des règles de présentation. Je vais vous montrer les trois principales. Vous en avez d'autres dans vos documents, là, mais les trois principales, je vais les mettre dans cette capsule-ci. Donc, le résultat, la réponse est bonne, mais la façon de la présenter n'est pas correcte. Donc, assurez-vous que la présentation soit bonne, parce que sinon, vous allez perdre des points, donc, que ce soit dans vos comptes rendus ou dans vos tests prélab. Donc, les règles de présentation principales sont les suivantes. Première règle, l'incertitude ne peut avoir que un ou deux chiffres significatifs. Donc, 1 ou 2,
ça va être soit imposé par l'enseignant ou si ce n'est pas imposé, bien, ce sera à vous de choisir si vous voulez en mettre un ou en mettre deux. Donc, on va l'expliquer tantôt. Deuxième règle, l'incertitude doit être arrondie à la hausse si le chiffre qui suit est différent de 0. Donc, c'est une règle qui est un peu différente de ce que vous avez vu au secondaire. Ce n'est pas plus petit que 5 ou plus grand que 5. Là. Pour l'incertitude, on regarde si le chiffre qui suit est différent de 0 ou s'il est égal à 0. Donc, je vais en parler un petit peu tantôt. Et troisième règle de présentation, l'incertitude et la valeur doivent avoir la même précision, donc le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, si je reprends le résultat que je viens de faire, donc 0,134, 21, 0526 plus ou moins 0,004703,601. Première règle de présentation, l'incertitude ne peut avoir qu'un ou deux chiffres significatifs. Donc, encore une fois, si c'est imposé, vous suivez les règles imposées. Si ce n'est pas imposé, c'est à vous à choisir si vous voulez avoir un ou deux. Et on parle vraiment de l'incertitude, donc la partie à droite du plus ou moins. Donc, cette partie-là peut avoir seulement qu'un ou deux chiffres significatifs. On ne parle pas de la valeur, on parle vraiment de l'incertitude ici. Donc, les deux possibilités à ce moment-là. Si j'en garde un, je vais arrêter à 0,004. Donc, celui-là, c'est un chiffre significatif. Le reste, il va falloir que je m'en débarrasse. Ou l'autre possibilité, je garde deux chiffres significatifs. Donc, 0,0047. Et le reste, je vais devoir m'en débarrasser. Ça va? Donc, on voit qu'on regarde l'incertitude en premier. On choisit en mettre un ou en mettre deux chiffres significatifs. Donc, ça, c'est la première règle. Deuxième règle, l'incertitude, donc ce qui est à droite du plus ou moins, doit être arrondi à la hausse si le chiffre qui suit est différent de 0. Donc, on voit que dans le premier cas, le 4 est suivi d'un chiffre qui est différent de 0, donc je vais devoir l'arrondir à la hausse. Dans le deuxième cas, le 7 est suivi d'un 0, donc je ne l'arrondirai pas à la hausse. Donc, c'est différent de 0 ou égal à 0. Donc, si c'est différent de 0, on augmente. Si c'est égal à 0, on le laisse comme ça. Dans le cas de la valeur, vous suivez les règles que vous avez déjà vues. Donc, pour arrondir, c'est plus petit que 5 ou 5 et plus. Donc, en bas de 5, vous n'arrondissez pas à la hausse. En haut de 5, vous arrondissez à la hausse. Donc, il y a deux règles différentes d'arrondissement. Pour ce qui est de l'incertitude, c'est égal à 0 ou différent de 0. Pour ce qui est de la valeur, c'est 4 et moins ou 5 et plus. Ça va? Donc, c'est un petit peu mélangeant au début. Là. C'est deux règles d'arrondissement qui sont différentes. Donc, dans ce cas-ci, les deux possibilités, comme mon 4 est suivi d'un chiffre qui est différent de 0, j'augmente à 5. Dans le cas du 47, il est suivi d'un 0, donc je le laisse à 47. Donc, ça, c'est la deuxième règle concernant l'incertitude. Troisième règle, l'incertitude et la valeur doivent avoir la même précision. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, si je prends la première possibilité, j'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc, ma valeur doit avoir 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Si je prends la deuxième option, j'ai 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc, ma réponse doit avoir 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Et dans le cas du résultat, l'arrondissement se fait comme vous avez vu au secondaire. Donc, en bas de 5, vous le laissez comme ça. 5 et plus, vous l'augmentez de 1 unité. De sorte que les deux réponses possibles pour le calcul. Donc, si je garde un chiffre significatif dans mon incertitude, je dois arrondir aux trois chiffres après virgule, donc 0,134. Si je garde deux chiffres significatifs à mon incertitude, bien, je dois arrondir à 1, 2, 3, 4, à 13, 42. Donc, il faut que mon incertitude et ma valeur aient le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, c'est essentiel là, dans la présentation de vos résultats. Donc, ça fait le tour concernant la présentation des résultats. Dans le cas des mesures indirectes, il existe une troisième possibilité, le cas du dénombrement. Donc, le dénombrement va s'en servir surtout dans le cas des calculs d'une moyenne. La règle est assez simple. Donc, lorsque vous êtes en mesure de compter des objets, on considère que vous savez compter et qu'il n'y a pas d'incertitude. Donc, si je vous demande votre chaise elle a combien de pattes, vous devez être capable de compter jusqu'à 4. Donc, c'est comme si elle avait 4 plus ou moins 0 pattes. Donc, il n'y a pas d'incertitude lorsque vous êtes en mesure de compter des objets. Donc, des exemples. Donc, ça vous demande de compter le nombre d'élèves dans une classe. Vous arrivez, exemple, à 30.
c'est 30 plus ou moins 0. Donc, on suppose que vous savez compter le nombre d'élèves. Déterminer le nombre de valeurs expérimentales. Bon, on suppose que vous savez comment compter le nombre de valeurs expérimentales. Donc, il n'y a pas d'incertitude lorsque vous êtes en mesure de compter. Donc, quel impact ça a? Ça va avoir un impact lorsque vous allez calculer la moyenne de vos résultats. Donc, un exemple, on vous demande de déterminer c'est quoi la moyenne de ces trois résultats-là. Donc, 12,02 plus ou moins 0,10, 12,24 plus ou moins 0,10, 12,31 plus ou moins 0,10. Donc, lorsque vous devriez déterminer la moyenne de ces résultats-là, le calcul que vous devriez faire est suivant. Donc, 12,02 plus ou moins 0,10 plus 12,24 plus ou moins 0,10 plus 12,31 plus ou moins 0,10 divisé par 3 pour faire la moyenne. Donc, il y a un dénombrement parce que vous avez compté le nombre de résultats que vous aviez. Donc, sur le 3 qui est au dénominateur, il n'y a pas d'incertitude. Donc, c'est 3. Pour l'exercice, je vais mettre plus ou moins 0 tantôt, là, mais il n'y a pas d'incertitude sur le nombre de résultats. Comme c'est ici. Donc, dans votre tête, vous pouvez même l'écrire, c'est comme si vous aviez ça ici. Donc, j'ai mis 3 plus ou moins 0 pour illustrer qu'il n'y a pas d'incertitude sur votre 3 résultats. Donc, pour arriver à la réponse, il y a comme deux opérations distinctes. Donc, vous avez une addition qui est au numérateur, donc plus ici, plus là. Et vous avez une division par la suite avec le 3 résultats. Donc, une addition suivie d'une division. Donc, on doit faire un calcul d'incertitude. Donc, on commence par faire l'addition. Donc, j'ai fait 12,02 plus ou moins 0,1 plus 12,24 plus ou moins 0,1 plus 12,31 plus ou moins 0,1. Donc, comme au numérateur, c'est une addition, bien, on additionne les incertitudes absolues, comme on a vu tantôt. Donc, on fait 0,1 plus 0,1 plus 0,1. Donc, au numérateur, je me retrouve avec la somme de 12,02 plus 12,24 plus 12,31. Donc, 36,57 plus ou moins 0,3. Maintenant, je dois diviser mon numérateur par mon dénominateur, le 3 plus ou moins 0. Donc, dans ce cas-ci, c'est une division. Donc, on va utiliser l'autre règle pour le calcul d'incertitude. Donc, on va additionner les incertitudes relatives. Donc, l'incertitude sur la moyenne, donc la moyenne qui est 36,57 divisé par 3. Donc, l'incertitude sur ma moyenne, c'est égal à la somme des incertitudes relatives, donc 0,3 sur 36,57 plus 0 sur 3, ce qui va nous permettre de trouver l'incertitude sur notre moyenne. Si j'isole l'incertitude absolue, donc delta moyenne, ça donne 0,3 sur 36,57 plus 0 sur 3 multiplié par ma moyenne. Donc, j'ai juste envoyé mon dénominateur de l'autre côté. La moyenne, on la connaît. La moyenne, c'est 36,57 divisé par 3. De sorte que mon incertitude absolue sur la moyenne, je perds ma flèche, c'est 0,3 sur 36,57 plus 0 sur 3 fois 36,57 sur 3. Donc, avant de se mettre à pitonner, on va juste observer un peu ce qui se passe. Donc, on voit qu'il y a des choses qu'on peut annuler. Donc, 0 sur 3, bien, on sait que ça donne 0. 36,57, bien, il est au dénominateur, il est au numérateur ici, donc on va pouvoir les annuler, de sorte qu'il va nous rester juste 0,3 divisé par 3. C'est ce que j'ai illustré ici. Donc, l'incertitude sur ma moyenne correspond à 0,3 sur 3. Donc, autrement dit, l'incertitude sur ma moyenne, ça correspond à la moyenne de mes incertitudes. Donc, c'est mon 0,1 plus 0,1 plus 0,1 qui donnait mon 0,3 divisé par le nombre de valeurs. Dans ce cas-ci, c'est 3. Donc, dans ce cas-ci, ça me donne 0,1. Donc, la conclusion qu'on peut dire lorsqu'on fait le calcul d'une moyenne, mon résultat, ben, je ferais 12,02 plus 12,24 plus 12,31 divisé par 3, ce qui me donnerait 12,19. Et mon incertitude, ben, c'est 0,1 plus 0,1 plus 0,1 divisé par 3. Dans ce cas-ci, ce qui me donnerait 0,1. Une erreur qui est fréquente dans le cas d'une moyenne, souvent vous faites 0,1 plus 0,1 plus 0,1, puis vous oubliez à la fin de diviser par 3. Donc, la conclusion, là, dans le cas d'une moyenne, l'incertitude sur la moyenne, ça correspond toujours à la moyenne de vos incertitudes. Donc, si par exemple, j'avais eu 0,2, 0,1, 0,2, bien, mon incertitude, ça aurait été 0,2 plus 0,1 plus 0,2 divisé par 3. Donc, ça correspond. Donc, vous faites la moyenne pour ça et vous faites la moyenne pour vos incertitudes, ce qui vous donne votre résultat moyen et votre incertitude moyenne aussi.
Donc, ça termine la présentation du calcul d'incertitude ou le calcul d'erreur. Donc, je vous invite à lire le document qui correspond à ça et à faire des exercices. N'hésitez pas à consulter votre enseignant si vous avez des questions. Là, ça va nous faire plaisir de vous aider à répondre à vos questions. Donc, je vous rappelle que ces calculs-là se font uniquement au laboratoire. Ben, c'est uniquement lié au laboratoire. Donc, vous n'allez pas faire ces calculs-là dans vos exercices habituels. Donc, c'est vraiment dans les comptes rendus, dans les tests prélab et tout ce qui entoure le laboratoire. Ça va? Donc, on se revoit pour une prochaine capsule.